Crise économique, climatique, politique, on a tous l'impression de vivre une époque charnière. Mais au lieu de subir cette incertitude, comment peut-on s'y adapter et en faire une force? Aujourd'hui, on explore ces questions avec nos invités. Bienvenue dans Podcaster by Marjolaine. Ici, on parle des grands sujets qui façonnent notre avenir, sans blabla, sans langue de bois. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème omniprésent. Faut-il apprendre à vivre dans l'incertitude? Les crises s'enchaînent et tout change à une vitesse folle. Beaucoup se sentent perdus face à cet avenir flou. Et si l'incertitude n'était pas un problème, mais une opportunité? Pour en parler, deux invités qui, chacun à leur manière, explorent les liens entre environnement, économie et résilience. Le premier est géographe, entrepreneur et expert des chaînes de valeur de la biodiversité. Il dirige Guayapi, une entreprise pionnière spécialisée dans les superaliments et la cosmétique éthique. Il est aussi professeur invité en management du développement et militant Slow Food. Bastien Beaufort, bonjour. Bonjour. Face à lui, notre approche, un autre ton. Son terrain, c'est YouTube, la télé, la scène. Depuis 10 ans, il sensibilise au climat et à l'environnement avec humour et décalage, sous le pseudonyme de professeur Feuillage. Chronique engagée, vulgarisation scientifique, co-animation de C'est toujours pas sorcier. Mathieu Duméry, bonjour. Bonjour Marine. Avant d'attaquer le fond du sujet, on va d'abord apprendre à mieux vous connaître, mais pas avec une présentation classique. Je vous ai déjà de toute façon un peu présenté. Je vous propose un portrait chinois spécial incertitude. Donc le principe, très simple. Je vous donne une phrase, vous la complétez instinctivement. Ok, pas de long discours. Ok. Une réponse spontanée. On est prêt? Mathieu, je commence par toi. Si tu étais un film d'anticipation, tu serais? Je serais Waterworld, hein, parce que la montée des eaux, c'est un sujet que j'adore. Enfin, que j'adore. En 2100, je l'adorerais un peu moins, je crois. Je pense aussi. Bastien, si tu étais une technologie futuriste, tu serais? L'épice dans les romans Dune. Vous voyez? Oui, On voit, bien ouais. sûr. c'est le truc Mais doré, là. Ouais, c'est Ouais. un peu scintillant dans le Mmh. désert, Scintillant. fait par des gros vers. Une technologie... Technologie non technophile. entre végétal, minéral, oui, c'est Mm. ça, on peut dire. C'est beau. Technologie archaïque, on pourrait dire. Mathieu, si tu étais une dystopie célèbre, tu serais? J'aime beaucoup La ferme des animaux, mais vu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, je dirais La servante écarlate ou Handmaid's Tale, parce que j'ai l'impression que la société américaine s'y dirige largement, une société bizarroïde, castée, et qui fait peur. Donc fait peur. Handmaid's Tale. Ok. Bastien, toi, tu serais? Tu voyais la machine à explorer le temps de Oui. H.G. Wells. Et ben, ouais, il y a un moment où l'explorateur du temps, il se retrouve en plus 802 000 après Jésus-Christ. Et c'est un monde qui est un peu édénique. Et en fait, la Terre est devenue un jardin d'Éden. Et les habitants sont des petits êtres ronds, androgynes et rosés, si je me souviens bien, tout doux, qui parlent un langage tout flûté, fluet, etc. Et je crois qu'ils passent leur temps à manger des fruits, faire l'amour. Enfin, c'est un espèce de jardin d'Éden. Ça me plaît pas mal. Jusque-là, oui, alors il y a une surprise. Je m'arrête là. Il faudra lire le livre. Faudra lire le livre. Mais j'aime bien parce que le pire n'est jamais certain. Oh, elle est belle celle-là. Elle est Il belle. est incertain. Ouais. Ok. Oh, ouais. Pas mal, pas mal. Bastien, si tu étais une innovation qui a changé le monde, tu serais quoi? Je me verrais bien si j'étais une innovation en phytoplancton, tiens. Parce que c'est vrai que transformer l'énergie du soleil en matière organique vivante, c'est pas mal comme innovation qui a changé le monde. Il y a 3,4 milliards d'années. Oui, c'est ça. Ah oui. Les cyanobactéries, C'était celle-là, oui, je crois. Ouais, les ouais, plus anciens toutes premières. fossiles végétaux qu'on a trouvés, quoi. qui C'est sont d'ailleurs nos ancêtres, nos Ben, parents c'est à ça, tous. voilà. On vient de là. De l'océan, ouais, Un voilà. truc vert dégueu. Ouais. Ouais. Toi, moi. Non, mais c'est magique, c'est Nous tous. incroyable. Mathieu, si tu étais une chanson qui évoque le futur, ce serait quoi? Alors j'adore les comédies musicales, je vais dire Monopolis dans Starmania, qui est chanté par France Gall dans la version originale, et qui parle d'un monde Monopolis dans les villes de l'an 2000. Donc évidemment l'an 2000 pour 1978, quand cette chanson a été écrite et chantée, ça paraissait loin. Et on imaginait un monde où on vit sous terre, on a tous un numéro dans le dos et on voit pas la lumière du jour.
Et au final, on voit toujours la lumière du jour, mais on a quand même un numéro dans le dos et on marche tous à la queue leu-leu vers je ne sais pas quoi. Et finalement, cette chanson qui a plus de 40 ans n'a pas vieilli. Donc Monopolis. Monopolis. Et toi, Bastien? Monde nouveau de Feu Chatterton, Ah ouais. petite dédicace. Parce que l'arrière-plan est chaud, un petit peu aride, inquiétant, mais il y a une poésie et un côté sympathique, heureux, voilà, qui fait du bien aussi. Merci à tous les deux, j'adore vos choix. Merci. Alors, on commence avec ça justement à mieux vous comprendre et à cerner votre regard sur le monde. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous imaginez l'avenir. Donc, on entend beaucoup d'idées reçues sur notre avenir, lesquelles sont vraies, lesquelles sont juste des fantasmes. Nouveau jeu. Je vais vous donner une affirmation. Vous me dites si c'est un cliché, donc cliché faux ou exagéré, ou si c'est une réalité, avérée ou plausible. On dit cliché ou réalité? Cliché ou réalité. Et surtout, vous expliquez pourquoi, mais brièvement, parce que j'ai beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Ok, Ok. vraiment 30 secondes. 30 secondes max. De toute façon, si vous êtes trop long, je vous arrête. Super. Voilà, La ça démocratie. s'appelle de ambiance. l'ingérence. Bravo. C'est moi la chef ici. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Oui. Ok. Mathieu, je vais commencer par toi. L'IA va remplacer tous les métiers humains. Non. L'IA, ça va remplacer de ce que l'humain n'aime pas faire, à savoir l'exécutif. Je pense que l'IA, comme les lunettes 3D, on va s'en lasser. Moi, j'en ai déjà marre, à titre personnel. Donc, il y a certaines tâches, par exemple artistiques, spirituelles. L'amour, le sentimental, ne sera pas remplacé par l'IA, de même que la créativité artistique. À terme, ça ne va pas du tout être remplacé par l'IA, parce que l'IA se nourrit de ce qui existe déjà et finira par se nourrir d'elle-même et va faire de la merde en termes artistiques. Non, mais clairement, il faut le dire les choses. À un moment, ce sera tout pourri et ça l'est déjà. Donc, par contre, ça va priver les gens d'un certain type de réflexion et d'une certaine assiduité pour essayer de réfléchir parce que ça va plus vite que nous et que ça nous amène à un plat tout chaud. C'est comme du sirop, c'est très bon au goût, mais ça ne désaltère pas. Donc, on aura des fonctions qui seront remplacées par l'IA et ça nous rendra probablement un peu moins persévérants, un peu plus faibles. Et voilà. Qu'est-ce que le progrès finalement? Est-ce que c'est une technologie qui nous fait grandir en tant qu'humains ou un truc en marge de notre corps qui nous permet d'être plus efficaces, mais nous, on continue à être des humains? Je ne sais pas. Ou Mais que fait l'IA, l'humain du progrès? Mais ça, on se ça va pas reparlera nous plus faire tard. progresser intérieurement en tout cas. Ouais. Alors, en parlant de sirop, je peux rebondir, non, parce que vous savez que les Français dépensent plus d'argent dans les sirops et les boissons en bouteille que dans l'alimentation bio. Ah bon? Eh oui, Arrête. INSEE, Un chiffre, la source. un chiffre, un chiffre. Un chiffre, 15 Oui. milliards dans les sirops et boissons en bouteille. Et le marché du bio, vous savez, un chiffre? Non, je sais pas. 13 milliards. 13. Voilà. Ok. Donc on peut dire tout simplement que si les Français, en fait, au lieu d'acheter des trucs en bouteille pour boire et des sirops, acheter du bio, le marché bio doublerait. Et je pense que Ah, je connaissais pas ce elle chiffre. fait mal. Hein. On Ça peut... fait flipper. Hein. Ouais, j'en ai. Tu peux dérouler. Hein, Bah, après, il suffit mais d'aller dans un supermarché, tu vois le rayon bouteille et le rayon bio. Tu Voilà. as compris le truc. Ouais. Le Voilà. ratio est OK. Et alors du coup, pour je réponds à la question. Non, tu t'éloignes du sujet. Non, mais du coup, pour l'IA, Du coup, pour l'IA, ouais. Et ben voilà. tu as 5 secondes. Et ben voilà, par exemple, dans les supermarchés ou les magasins bio, on Ouais. pourrait remplacer le travail pénible grâce à l'IA, mais on pourrait donc investir dans le conseil, l'humain, le relationnel qui manque tant aujourd'hui Ouais. dans nos commerces alimentaires. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, ça, justement, Très dans les choses positives qui arrivent. Dans 10 ans, Neuralink, vous voyez Neuralink, de quoi Ouais, un je petit parle? peu, ouais. Les petites puces, Ouais. comme dans Black Mirror, qui ont été développées par une des entreprises de ce cher Elon Musk, permettra de télécharger des souvenirs comme dans ce fameux épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Cliché. Non, j'ai pas vu. Ouais, cliché, c'est du pipeau, ouais. Ouais, c'est du pipeau, en Alors, effet. cliché pour une. Ouais. Pardon, je réponds aussi. Vas-y, mais bien sûr, Je vas-y, me vas-y. permets, je me permets. Vas-y. J'ai rencontré quelques neurologues qui m'expliquaient que en matière de connaissance du cerveau, on en est. Je crois que c'est la discipline médicale où on en sait le moins. Donc c'est comme une noix de coco. On sait à peu près comment fonctionne la partie verte. On ne sait pas comment fonctionne la coque, le lait. La chair de la noix de coco, on sait pas. Bref, Ouais, on en c'est est à ça. un niveau de connaissance du cerveau qui est tellement faible, même s'il est énorme quand même aujourd'hui, que greffer des souvenirs avec à partir de la technologie, de la nanotechnologie, science-fiction, cliché total. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est les neurologues. Moi, je suis pas neurologue. Réponse très rapide. Avec Pardon. ChatGPT, plus besoin d'écrire des mails ou de faire ses devoirs. Cliché ou réalité?
Ouais, non, partiellement cliché parce que il y a encore cette part artistique, humaine, on peut gagner du temps, mais je suis pas sûr que ça remplace totalement ce travail-là. Il faudra inventer d'autres formes de travail aussi pour de devoirs, de travail à l'école, pour tout ce qui est notamment plus humanité, sciences humaines ou école de commerce, ce qui est pas vraiment sciences dures, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Je m'adresse à des enfants dans mes émissions. Je suis très très attentif à la façon dont ils apprennent. On sait que, par exemple, on apprend beaucoup moins bien sur une tablette que dans un bouquin. Le cerveau retient moins bien. Le problème de ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui, les devoirs des étudiants et des enfants sont faits sur ces supports-là. Donc, il faudrait peut-être que l'éducation nationale supplante ChatGPT et qu'en fait, on décide que toutes les évaluations sont faites en cours, sans support numérique, sans aide numérique, sans quoi on va avoir toutes des copies qui se ressemblent et on va avoir des enfants qui vont devenir partiellement incapables de penser par eux-mêmes. Donc oui, le ChatGPT en est capable. Réalité, il faut qu'on se bouge pour que ça devienne un cliché. Dans 20 ans, on pourra prévoir les crimes avant qu'ils n'arrivent comme dans Minority Report. Méga gros cliché. Ouais, un petit peu probable ou pas? Ou débat ouvert. Débat ouvert. Moi, Débat ouvert. Ils l'ont testé. En fait, franchement. en fait, de ce que je sais, ils l'ont testé aux États-Unis. Il y a un truc qui s'appelait PrevPol, donc police prévisionnelle, prédictive, oui. PredPol. Sauf que c'était un algorithme qui disait en gros, il va se passer un crime dans tel secteur à telle période parce qu'il y avait un faisceau d'indices qui était regroupé par l'algorithme et qui disait voilà, voilà. Alors, ça a fonctionné partiellement, puisque je crois qu'ils ont réussi dans les villes qui ont utilisé cette technologie, ils ont réussi à faire baisser de 10-15% la criminalité. Sauf que, effet pervers de l'algorithme qui n'est pas maîtrisé par des humains mais par des machines, qui n'a pas de morale, c'est que c'était hyper stigmatisant. Ça disait en gros les hispano-américains, les afro-américains vont être un facteur qui va faire élever le crime. Du coup, les policiers intervenaient plus dans ces secteurs. Du coup, il y avait plus de crimes parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Et on s'est rendu compte que ça nourrissait un cercle vicieux. Donc, cliché, ça marche un peu, mais c'est plus dangereux que ce que ça ne marche. Les vrais problèmes éthiques, en effet. Oui. Les jeunes ne veulent plus travailler. Cliché ou réalité? Non, cliché, ils veulent travailler, mais différemment, avec des nouvelles méthodes, avec des nouveaux outils, voilà. Mais pas si différent que la génération d'avant, finalement. Faut pas trop opposer. Et dans ce prolongement, la grande démission aux États-Unis a mis l'économie en péril. La grande démission. Oui, la grande démission. Les gens qui veulent plus bosser parce qu'ils trouvent que les conditions éthiques et morales de leur job, c'est des bullshit jobs et qui se barrent. Ouais. Mais je sais pas combien il y a de personnes qui ont démissionné. Bon, il y a des chiffres. Je crois qu'il y a des millions d'Américains depuis 2021. Après le COVID, Après, il y a Musk qui en a viré encore d'autres millions, donc il n'y a plus personne qui bosse. Il n'y a plus personne, alors ça, je ne maîtrise pas l'économie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont démissionné. Et même en France, il y a des gens, des étudiants qui refusent certaines filières maintenant parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bullshit job et que ça ne va pas être aligné avec l'éthique, en tout cas environnementale. Ouais. Mais la grande démission, c'est pas aussi des personnes qui veulent travailler d'ailleurs, dans des lieux différents, à distance Alors, il y avait beaucoup sur les valeurs, mais en effet, il y avait une envie de vivre différemment. Oui, dans d'autres endroits, d'autres aspirations. Plus proches de la nature. Ouais, absolument. Du coup, bosser de chez soi, c'est ça Oui, ou ceux, tu vois, qui vont bosser un peu partout dans le monde. Peut-être de plus en plus de solopreneurs, etc. Oui. Ah oui, je vois bien. Ouais. Dans 50 ans, on aura tous un revenu universel et on ne travaillera plus. C'est toi le spécialiste, Bastien. Ouais, j'aimerais bien revenir à ce qu'on a appelé l'âge de pierre, l'âge d'abondance de Marshall Salins. C'était une maman de l'anthropologue sur les sociétés amazoniennes, en fait, avec cette théorie que, en fait, en travaillant 4 heures par jour, on pouvait avoir cette abondance. Mais bon, on était en Amazonie il y a quelques dizaines d'années. Ouais, travailler mieux, ce serait super. Moi, je suis pour ça à ralentir, c'est certain. Hein. Pas plus travailler. Oui, après, en effet, je fais exprès d'être clivante. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais t'as compris que c'est c'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc. Ok, aujourd'hui, on a 30 secondes pour dire. On peut ouvrir le débat. Passons côté climat. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète? Ah non. 30 secondes. Là, pareil, c'est cliché ou réalité? Cliché ou réalité? Il y a la biodiversité aussi, hein. Pas une mince affaire. On parle de la 6e. Mais ça se régénère. Hein. Voilà. Moi, je dis non parce que ça peut aller vite dans l'autre sens. J'y crois. Alors, je dis cliché, réalité, on peut sauver notre environnement, notre climat, notre biodiversité.
Pour cela, il faut un grand renversement social qui n'a pas lieu en ce moment parce qu'on est en train de mettre des milliards sur la guerre, sur la technologie, pour aller sur Mars. Si on mettait ces mêmes milliards pour replanter, capter du CO2, éviter de modifier les sols, dans l'agriculture, dans le respect du vivant et dans le social, parce que c'est un loisir de riche, l'écologie. Quand on va mal, on n'a pas forcément envie de sauver des batraciens. Donc, si ces milliards étaient mis au profit de la cause environnementale, ce ne serait pas du tout un cliché, c'est encore possible. Il faut sauver la planète, mais il faut sauver aussi l'humanité. C'est souvent quels enfants laisserons-nous à notre planète. Mais exactement. C'est inversé. Je suis bien d'accord avec ça. Et donc, prochaine question, le changement climatique va rendre certaines villes inhabitables d'ici 2100. Cliché ou réalité? Totalement réel. Réalité, Et pour 2 raisons. C'est qu'il y a un arc central équatorio-tropical où il va y avoir des régions qui vont devenir complètement arides et que ce sera invivable, comme le Pakistan, l'Inde et certaines zones d'Afrique. Et moi, un sujet qui me passionne, qui est la montée des eaux. On sait que Venise, Miami, toute la Camargue, toutes les villes qui sont exposées, le Bangladesh dans son entièreté, vont être en 2100 sous 1 mètre d'eau supplémentaire, alors que c'est déjà, ils sont là, ils seront là. Donc c'est inéluctable, l'eau va continuer de monter. Donc oui, complètement réalité, il va y avoir des zones inhabitables. Question pop culture. Elon Musk est un méchant de film Marvel en devenir. Elon Musk, c'est Docteur Folamour dans le film de Stanley Kubrick, en fait, qui est possédé à un moment par les gestes nazis. C'est ça, c'est dans l'autre sens, quoi. C'est Folamour. Elon Musk, je pense, n'est pas si intelligent qu'il veut bien le faire croire. Je pense que c'est le pouvoir qu'on lui a donné qui lui donne son espèce de fièvre de fou. Donc, c'est pas lui le problème, c'est les gens qui l'adulent. Et alors, dans le même style, les milliardaires préparent leur évasion vers Mars. Bastien? Ouais, déjà dans des bunkers. Allez-y, bon courage. Je vais essayer de cultiver le jardin ici. C'est clair. Puis, il y avait un ingénieur agro ou un scientifique, je ne sais plus, qui disait il n'y a pas sur Mars de quoi faire pousser un brin d'herbe en termes de sol. Le sol n'est pas fait pour accueillir ça. Donc, aller le vivre là-bas, oui, mais dans quelles conditions? Et déjà, rien que le voyage, on ne sait pas le faire. Ouais. Le voyage, on pourrait le faire techniquement. Il faut combien? Il faut 2 ans pour aller sur Mars? Plus, non, 7, je sais pas. C'est un peu long, je crois. Et 2 ans, des humains dans une capsule? Ouais. Mais on pète un câble. Donc, non, ils n'y arriveront pas. Donc, non. Donc, on voit que certaines idées sont totalement fausses, d'autres méritent d'être nuancées. Certaines sont quand même assez effrayantes. Maintenant, passons donc au débat et voyons comment est-ce qu'on peut s'adapter dans ce monde incertain. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression justement que tout s'accélère, que le monde est de plus en plus imprévisible? Mathieu, notre époque est-elle vraiment plus instable que les précédentes? Ou est-ce que c'est juste une impression? Est-ce qu'on peut la comparer à d'autres grands tournants de l'histoire? Oui et non. C'est-à-dire que le grand tournant climatique, c'est la première fois que l'humanité le connaît. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est notre menace. Après, chaque génération a un angle mort. Je pense que les soldats qui partaient à la guerre de 14-18 y allaient avec la fleur au fusil. Certains, pas du tout, pas tous. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient passer des années dans les tranchées. Ils avaient un angle mort. Voilà, ils ne voyaient pas tout. Et 100 ans plus tard, on se dit, comment ils ont pu faire ça? Nous, là... L'humain a quand même une grande capacité à voir le passé. La nostalgie est physiologiquement humaine. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir le passé. C'était mieux avant. Ouais. T'as raison, mais c'est ça. Et nos seniors, ils s'imaginent leur enfance avec des pluies d'or et c'était tout beau. En fait, le cerveau a une tendance à effacer les traumas et à ne retenir que le meilleur. Donc évidemment, on s'imagine que c'était mieux avant. Mais, sauf qu'on mourait à 50 ans, quoi. Mais c'est ça. Même il n'y a pas si longtemps. Il y a 100 ans, la grippe espagnole, elle a tué des millions de gens, a vidé des villages entiers. La grande peste au XIIIe siècle, mais ça a vidé l'Europe de pratiquement 2 tiers de la population. Non, je crois que ça va. On vit bien. On a une espérance de vie qui n'est pas trop mal. Par contre, on a moins de problèmes individuels dans nos sociétés occidentales, mais on a tous le même problème sur la planète. Ça, pour le coup, on le partage avec tout le monde. C'est d'ailleurs un peu rassurant. C'est le changement climatique, la perte de biodiversité. Ça, c'est la merde, comme on dit. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le gros défi. Donc c'était pas mieux avant. C'est le problème planétaire, de vue... en fait. C'est ça, la Mais nouveauté. oui, mais c'est partagé. T'imagines, Elon Musk partage ça avec un Birman, avec
un Sud-Africain. Bah oui. C'est bizarre de se C'est le dire. plus grand péril et c'est la chance. Parce que comme on dit, là où croit le péril, grandit aussi l'espoir. C'est beau ce que tu dis. Bah, Ah oui. merci. Alors justement, Bastien, Bah, Oui. qu'est-ce que t'en penses Bah, de j'en ça pense que c'est ça, la phrase d'Oderlin citée par un jeune qui s'appelle Edgar Morin, que vous connaissez. Mhm. Là où croit le péril, grandit aussi l'espoir. Il faut garder la lumière. Ces problématiques planétaires sont aussi le moment d'une possible prise de conscience planétaire. Il faut qu'on sorte de cet âge de fer planétaire pour rentrer dans quelque chose de meilleur. C'est notre travail ici, effectivement. Et est-ce qu'on peut la comparer à d'autres grands tournants de l'histoire? Bah effectivement, si on regarde sur le temps long, moi qui suis géographe, on regarde les temps géologiques, il y a eu des crises climatiques vécues par les humains dans les 300 000 ans d'histoire d'Homo sapiens. Donc on n'a pas vraiment cette mémoire, on est même en train de voir peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Après, comme tu l'as bien expliqué, je suis totalement d'accord avec Mathieu, quoi. Il y a eu aujourd'hui, c'est créé par l'humain, et ça c'est la seule certitude qui a complètement changé. Donc il faut qu'on se rattache à des choses de la biodiversité, à des savoirs indigènes. Là-bas en Amazonie, on parle de futur ancestral. J'aime bien cette idée. C'est l'idée que le progrès, l'avenir, il est en fait dans les racines, notamment des peuples autochtones. En tout cas, moi, c'est mon métier, mais c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui permettrait de nous rattacher à des choses solides pour naviguer dans ce monde incertain. Ouais, le principe de tu peux pas prévoir l'avenir, mais tu peux regarder dans le rétro ce qui s'est passé, Exactement. comment est-ce que tu peux l'utiliser Les peuples derrière. autochtones, Ouais. c'est très bien que nous, les Occidentaux, aujourd'hui, on parle d'effondrement, on découvre que le monde s'effondre. Mais les peuples autochtones qui ont été colonisés en 1492, ça fait 500 ans qu'ils sont en effondrement. Mm. Il y a peut-être quelque chose à apprendre d'eux, quoi. Mm. Ils s'y connaissent malheureusement, mais voilà. Et alors le rôle des réseaux sociaux, justement, dans l'instantanéité de l'information, et aussi dans cette perception du chaos. C'est ça, hein, c'est l'accélération des nouvelles technologies de l'information. En fait, c'est ce qu'on appelle la mondialisation des images de la mondialisation. Et c'est ça qui est flippant. On en parlait tout à l'heure, est-ce que vaut mieux pas être aujourd'hui dans une vie simple, naturelle, déconnectée? Est-ce qu'on serait pas plus heureux comme ça? Je sais pas, parce qu'en fait... cette richesse qu'on a d'avoir accès à des cultures du monde entier instantanément, c'est incroyable en même temps. Nos ancêtres en rêvaient. Donc moi, je suis pour cette ouverture et cette connectivité. Par contre, cette accélération du temps, c'est ça qui est aussi néfaste, qui emmène la planète vers une course effrénée. Comme dit encore une fois Edgar Morin, c'est quand l'économie, les finances, la science et la technologie sont lâchées comme trois moteurs qu'on ne contrôle plus ensemble. Et ça peut aller très très loin, quoi. Ouais. Mathieu, ton avis là-dessus? Moi, je suis un enfant de ça. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait un peu connaître, c'est YouTube. Et donc, on a comment dire, il y a deux faces à cette pièce que sont les réseaux sociaux. C'est que effectivement, ça nous permet de nous ouvrir au monde. Ça nous permet, pour la cause environnementale qui me concerne directement, de partager, de faire vivre, d'associer l'environnement à de l'humour, à du savoir. Enfin, bref, c'est chouette. Et parallèlement à ça, nous, notre expérience, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que quelqu'un qui regardait une vidéo marrante sur l'environnement, se déculpabilise d'un coup. Il dit j'ai fait ma part, j'ai regardé une vidéo, et puis après, derrière, ne rien faire de sa vie qui soit en cohérence avec la vidéo. Donc il y a un effet pervers. Notre monde aujourd'hui, tel qu'il nous est présenté, il est très intéressant grâce aux réseaux sociaux. Ça permet de faire... j'enfonce une porte ouverte, mais il y a plein de manifestations comme les printemps arabes, comme même la cause climatique, qui bénéficient de ça. Après, il y a qui derrière? Comment? Il y a qui derrière? Tout le monde boycotte Bien X, sûr. mais franchement, Meta, c'est aussi hardcore. YouTube, ça a été racheté. Ouais, voilà, donc, c'est les pires. La sobriété puis, numérique, quand on en fait la promotion sur les réseaux sociaux, c'est complètement antinomique. Ça n'a aucun sens. Il me semble que le parc informatique, la consommation énergétique liée à l'information aujourd'hui, c'est autant que les transports, en fait. Alors, Internet, en termes d'infrastructure, c'est-à-dire les data centers, les tuyaux, et les terminaux, c'est-à-dire nos smartphones, nos tablettes, c'est 12%. Ouais, 12. C'est la même chose que les transports aériens mondiaux. Voilà, c'est ça. C'est énorme. Ouais. Et avec ChatGPT, ça va être multiplié parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, sa manière de fonctionner demande encore plus de moulinage informatique et donc plus de data centers. Et la France, là, c'est extraordinaire. Make our planet great again. Vous êtes sûr de ça? Parce que dernièrement, Macron nous a dit on va ouvrir plein de data centers en France parce qu'on est une énergie décarbonée.
Mais le problème, c'est que ça va coûter un max d'argent et d'énergie parce qu'il faut les fabriquer, ces outils informatiques. Donc cette expansion du numérique dans nos vies nous renforce, nous rend plus près des uns des autres, mais plus lointains les uns des autres que jamais, je pense. Oui, il s'agit sur donc, le climat, l'économie, la technologie, en effet. Et Bastien, en fait, c'est ce qu'on se dit un peu depuis tout à l'heure. Tout semble changer en même temps, tout évolue en même temps. Mais est-ce que parmi tout ça, il y a des véritables moteurs de cette accélération ? Qui de la poule ou de l'œuf ? Les moteurs de l'accélération, oui, il y a la révolution industrielle. C'est l'analogie du mouvement Slow Food. Le manifeste de Slow Food, en fait, c'était un manifeste pour le droit au plaisir. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, depuis la deuxième révolution industrielle, en fait, le temps humain, l'organisme humain, avait pris un rythme machinique. Et donc, une accélération de nos vies qui a amené au fast-food, qui est donc l'emblème un peu de cette civilisation dont, personnellement, je ne veux pas. La malbouffe, parce qu'on dit souvent... ce que tu choisis de mettre dans ton assiette, ça dessine ton monde. Et ça, je le rappelle, l'agriculture et l'alimentation, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier poste. Ouais. Donc tu veux changer le monde, commence par ton assiette et les choix alimentaires. Et donc, en fait, c'est pour dire que se rapproprier son alimentation en mangeant et en produisant, donc différemment, parce que ce qu'on mange impacte les producteurs, les productrices, et c'est un bon moyen de reprendre ce temps. Slow food, c'est pas je mâche lentement. Les gens ils me disent ah oui, chez moi aussi je cuisine lentement. Non, mais c'est pas que ça. C'est un mouvement. Tu n'as pas compris. Voilà, c'est pas que je mastique lentement. C'est un mouvement pour une alimentation bonne, propre et juste. C'est ça. Voilà. Commencer par ça. Je trouve que c'est un bon moyen, accessible à tous. On vote une fois tous les 5 ans, mais 3 fois par jour. On vote en fonction de ce qu'on met dans notre assiette. Avec ce qu'on met dans son ventre. La question, c'était de savoir quel était le moteur de tout ce... Oui. Bon, c'est notre cerveau. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de fatalité. Par contre, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'est une fatalité. Mais il est vrai que notre striatum, donc c'est une partie interne de notre cerveau, et nous envoie de la dopamine à chaque fois qu'on satisfait 5 postes de nos vies. La sexualité, donc le fait de se reproduire, le fait de connaître son environnement, le pouvoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Manger, et il y en a un dernier que j'ai oublié. En fait, Internet, les réseaux sociaux en général, l'informatique, excite ces 5 postes. On a le porno, on a la connaissance, on a le pouvoir avec des likes et tout ça, et on peut acheter à manger, on peut se satisfaire, on peut consommer. Donc, le principal moteur de tout ça, c'est notre condition d'humain insatiable. Oui, et Internet et les réseaux sociaux nous donnent toujours plus à manger et on passe toujours plus de temps sur nos smartphones. Les chiffres sont flippants. Si quelqu'un nous écoute, ne donnez pas de smartphone à vos gosses avant qu'ils aient 16 ans. Vous brûlez leur cerveau littéralement, quoi. Moi, je vois autour de moi des ados devenir débiles, mais vraiment débiles. Et moi-même, je me vois débile. Je me vois passer, parfois, j'ai mon compteur de temps. J'ai passé 3 heures sur mon smartphone. Parce que je prenais le train. Donc, je pense que le début de tout ça, c'est nous. Et je rejoins ce que disait Bastien. On gagnerait à prendre du temps. On gagnerait à se débrancher. Et on gagnerait à être un peu avec les autres et vraiment physiquement avec eux. Et la nature. Et avec les arbres. Oui, c'est ça. Parce que finalement, c'est ça qui crée une urgence. L'urgence crée de l'incertitude. Ah oui. Et puis derrière, exactement. on est... Oui. C'est le règne de l'instantané, c'est la société du spectacle. Guy Debord, il avait bien pensé ça en 1967 quand même, le bouquin. Ça, je connais. C'est du lourd, il faut le lire et c'est solide, quoi. Et c'est ça. C'est ce qu'a fait Trump dans le bureau ovale. Voilà. C'est faire voir c'est ça. tout de suite, pas d'opinion. Or, on a besoin de se rattacher à des choses, des vérités de long terme, essentielles, des choses qui dépassent un peu cette instantanéité. Mais tout va dans l'instantanéité. Regarde, la moindre information aujourd'hui est traitée dans la minute par des chaînes, par des chaînes info. Moi, sur plein de trucs, j'ai besoin de réfléchir. Parfois, en discutant avec nos amis, on se pose des questions sur l'actualité très chaude. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je fais, mais j'en sais rien. J'en sais rien. C'est-moi le temps là de. Lis un livre. Non, mais tu vois. Peut-être que je vais nourrir ma réflexion d'autres, de vous, avec qui je discute là, mais pas instantanément. On dit beaucoup de bêtises dans l'instantanéité. Est-ce que c'est pour vous, c'est cette instantanéité justement qui nous fait perdre notre capacité à nous projeter dans l'avenir?
instantanéité, donc ça c'est l'aspect temporel, oui, mais il y a peut-être l'aspect repli sur soi. Parce que je redonne l'exemple des peuples autochtones en Amérique, quoi. C'est-à-dire que leur exemple nous montre que cette notion d'effondrement, d'incertitude, elle n'est pas universelle depuis 2015, qu'on a fait la COP 21 à Paris. C'est très bien, encore une fois, que les Français et les Occidentaux, on ait ces mouvements, se soient un petit peu éveillés à ce sujet. Mais encore une fois, il y a beaucoup de populations, tous les peuples qui ont subi la colonisation, ils ont vu leurs écosystèmes s'effondrer, ils ont vu leurs forêts être détruites, ils ont vu leurs environnements détruits, leur vie massacrée, quoi. Donc, voilà, prendre du recul au niveau temporaire pour dire, oh là, attends, il y a des mecs depuis 2500 ans au Sri Lanka, au Japon, ils parlent d'un truc qui s'appelle le bouddhisme, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire en termes philosophiques, ok, les anciens Grecs, etc. Mais on regarde un peu autour de nous. Qu'est-ce qui se passe en Amazonie, dans les Andes, au Pérou, en Amérique du Nord, en Afrique tropicale? Il y a des savoirs, il y a des intelligences, il y a des systèmes scientifiques sur la relation à la nature, la relation au monde, au cosmos. Il y a des mythologies. Et là, on se dit, OK, notre vision occidentale, c'est une vérité parmi d'autres. Et donc, je pense que c'est un relativisme culturel qu'il faut avoir dans une vision globale, en fait. Parce que cette vision globale, je pense que c'est ça qui peut nous apporter nous remettre à notre place, la place qui est celle de nous, occidentaux. Voilà. Alors justement, cette vision globale, très intéressante, très bonne transition, merci beaucoup. Bravo, donc, Bastien. Bravo Bastien. Donc tout bouge, l'incertitude est partout, on l'a vu. Au lieu de la subir, du coup on peut aussi s'y adapter intelligemment. Tu le dis, depuis toujours en fait, il y a des méthodes, il y a des systèmes. On nous dit qu'il faut être flexible, on nous dit qu'il faut apprendre en continu. Mais tu viens d'en parler un peu, hein. Ça veut dire quoi? Mais c'est surtout comment on fait pour ne pas suivre un mouvement, mais plutôt en tirer parti. Comment on devient acteur de ça? Waouh! Soit comme le roseau, rond mais plie mais ne rompt pas. Plie mais ne rompt pas. Y a l'idée de racine quand même, d'être enraciné. Je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, on a cru que l'Amazonie, encore une fois, je donne cet exemple, était une forêt, une forêt sauvage, vierge, sous-peuplée, et que les peuples que c'était un frein au développement. Et en fait, ce discours naturaliste a servi à justifier l'entreprise coloniale. Bah oui, si c'était vide, sous-peuplé et sauvage, et que les Amérindiens qui y vivaient étaient sous-développés, autant la coloniser, mettre du bœuf, déforester, et puis la détruire. Et là, depuis 30 ans, il y a un inversement complet du paradigme sur cette région du monde. On est en train de se rendre compte que une grande partie de la forêt amazonienne a été plantée par les anciens Amérindiens. C'est comme un jardin forestier géant qui a été planté. Et que les plus anciennes traces de civilisation de la région, céramique, peinture, sont en Amazonie. Donc c'est l'inverse. C'est vraiment un centre culturel, etc. Et nous, au Sri Lanka, on travaille avec un écologiste qui a inventé une méthode qui s'appelle la foresterie analogue. Il recrée des écosystèmes. Le mec, c'est incroyable. Il arrive dans un endroit dégradé, il va replanter des arbres, des plantes, et il va recréer une forêt, des micro-habitats, faire revenir les oiseaux et les animaux en moins de 20 ans. Et en fait, il fait que reprendre quelque chose qui existe déjà. Donc il dit, l'enjeu, c'est de créer ce lien entre les savoirs traditionnels et les méthodes scientifiques modernes. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à... C'est ça, donc allier aussi avec justement tout ce qui est tous ces algorithmes qui nous influencent aujourd'hui. Comment on trouve, Mathieu, le meilleur un consensus en fait? Parce qu'il y a 10 questions dans la question, c'est trop intense. 10 questions, c'est hyper intense, mais regarde, donc on apprend qu'il y a énormément de choses qui existent et qui donc ça a été des systèmes qui ont été créés il y a je peux dire des millénaires. Oui. Nous, on vit dans un monde où l'info circule hyper vite, vitesse de l'éclair, où on est influencé par les algorithmes. Comment on fait, justement, encore une fois, pour capter ces informations-là, garder son libre arbitre et être acteur de ça? C'est un peu compliqué. On a malheureusement une mémoire extrêmement courte, nous humains. C'est pas forcément culturel. Je pense qu'on a juste une mémoire courte. Là, je donne un exemple. Il suffit qu'il n'y ait plus de vétérans de la Seconde Guerre mondiale pour dire attention, qu'il n'y ait plus de survivants des camps de la mort pour dire attention, pour qu'en fait on voit que même pas 100 ans après, on est tranquillement en train d'y retourner, en train de faire. Il y en a. Ah oui, mais ils sont tous morts. Mais ils sont morts il y a 5 ans, les derniers. Même, il y en a 2-3 qui survivent. Donc, il y a on a la mémoire courte.
Effectivement, comme disait Bastien, il y a beaucoup d'autres cultures desquelles nous pourrions nous inspirer pour voir le prisme différent. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une culture majoritaire qu'on peut, sans mentir, dire que c'est la culture occidentalo-américaine. Donc, imaginons qu'on grimpe tous une montagne. Il y a la façon bouddhiste, il y a la façon philosophique, il y a la façon religieuse des 3 grandes religions. Il y a plein de manières différentes de monter. Et puis, il y en a qui se sont dit, pour monter cette montagne, on va faire une autoroute. Et cette autoroute, elle est accessible pour tout le monde. Elle va très vite et on va en haut très, très vite. Ça, c'est la culture occidentale. Donc, on se retrouve avec des populations qui se ressemblent toutes dans leurs mœurs et dans leur façon de vivre. Sauf que cette autoroute, elle va extrêmement vite. Tout le monde passe par le même chemin et on va tous à un seul point en haut de la montagne. Or, on sait que philosophiquement, ce qui est important, c'est pas la rapidité du trajet ni le fait d'aller d'un point A à un point B. Ce qui est important, c'est ce qu'on apprend de A à B. Aujourd'hui, tout va trop vite. Je suis face aujourd'hui à des gens. Moi-même, je me considère comme un vieux par rapport à certains trucs. Je travaille encore avec du papier. Je fais des schémas parce que mon cerveau, il a besoin de poser des idées. Et je vois la façon dont travaillent les jeunes avec, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ChatGPT pour écrire leurs devoirs de philosophie. Mais ça manque, notre société manque de philosophie terriblement. Et ChatGPT n'est pas philosophe. ChatGPT, c'est le mauvais prof de philo qui va dire... dans ton devoir, je te mériterai +2 à chaque fois que tu me cites Spinoza ou Montesquieu. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu des profs de philo qui me disaient +2. Et moi, je développais des raisons. Ils me disaient non, mais t'as pas cité les philosophes. Mais putain, la philosophie, c'est quand même fait pour apprendre par soi-même. Et ben, ChatGPT, c'est exactement ça. Il nous apprend du truc qui existe déjà. Donc, on remâche. Donc, pour répondre à la question initiale que tu m'avais posée, il va falloir qu'on réouvre quelques bouquins et qu'on s'ouvre à la façon de penser des autres par ailleurs, parce que la monopensée occidentale, elle est en train de nous appauvrir intellectuellement. Et en plus de détruire la planète, parce que c'est quand même l'économie occidentale qui a détruit la planète. Monoculture de l'esprit. Ouais, il y a une C'est monoculture, comme un immense champ de blé, voilà. sans haies, sans oiseaux, sans abeilles. C'est ça, Ouais. c'est ça l'avenir. Ouais, la culture du hack. Ouais, C'est ça, tu sais, ça me fait penser à ça. Tu parles de l'autoroute pour monter sur la montagne, mais partout, tu vois 3 hacks pour, 10 hacks, etc. etc. Ouais, et ça. en effet, c'est ça, c'est comment aller vite d'un point A à un point B, mais tu n'apprends pas. Je peux reprendre l'analogie de la montagne, en fait, parce que du coup... Elle est bonne, l'analogie de Ah, la merci, montagne. allez, hop. On l'aime bien. Je vais souvent en Amérique du Sud pour mon travail, mais j'ai de la famille maintenant aussi au Pérou et très proche aussi au Sri Lanka. Donc c'est un peu deux opposés, mais c'est voilà, des pays différents des nôtres, bien sûr. Et j'avais des discussions où je me suis fait une réflexion hallucinante, c'est que une fois, j'étais avec des Péruviens. Et en fait, je leur disais, mais vous voyez, moi, ce que j'adore, c'est la Pachamama, la terre, j'ai plus de religion. Et les Péruviens me disaient, ouais, mais nous, on est catholiques. Après, j'étais avec des Sri Lankais et en fait, je leur disais, non, mais c'est génial la médecine ayurvédique, c'est hyper intéressant et tout. Et eux, ils me disaient, ouais, mais franchement, la médecine moderne, c'est. Et je me disais, c'est hyper intéressant en fait. C'est-à-dire que c'est le cliché de l'Européen qui, après avoir colonisé, encore une fois, et imposé ses manières de faire au monde entier, est en train de se déconstruire, de s'approprier des choses d'ailleurs, de les défendre. Et en fait, les personnes des pays des Suds, comme on dit aujourd'hui, bah en fait, eux, ils veulent aussi être développés. Bien sûr. Donc en fait, c'est comme si nous, on est allé en haut de la montagne et on est en train de redescendre et de se dire, en fait, ouais, on s'est peut-être un peu... Et il y a d'autres personnes dans le monde qui sont... On est en train de les croiser. Et en fait, on est à ce moment-là. Ah, vous êtes là. Mais du coup, c'est un moment hyper intéressant. Ah oui. C'est l'hybridation parce que, encore une fois, on parle de nuances, de chemin, du milieu et ben peut-être qu'il faut trouver le bon équilibre dans ce qu'il y a un peu partout et trouver il n'y a pas de vérité absolue. Et pour ça, être ouvert au monde, hein, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout ouverts au monde. Et c'est ça, Ouais. exactement. Et alors, ça m'amène à un autre sujet, mais par rapport à cette hybridation, si on parle emploi, il y a plein de jobs d'aujourd'hui. Je vous ai posé la question tout à l'heure justement, est-ce que je vais être remplacé par ChatGPT? En tout cas, il y a des nouveaux modèles économiques, il y a des évolutions aussi des jobs, il y a l'IA qui prend une place assez forte. Quelles sont les compétences qui vont vraiment compter pour demain? Alors, je peux te faire 2 réponses très rapides. Ouais. Ça dépend du contexte. Par Ouais. exemple, là, on dit quels sont les métiers, les secteurs qui vont recruter. J'ai entendu sur France Info il y a pas longtemps que l'armée recrute des informaticiens parce que la guerre se joue aujourd'hui sur du hacking, sur de la communication, sur des fake news, sur le contrôle des drones. Enfin bref, tout ça est très électronique donc je pense que les gens aujourd'hui, ils vont avoir le choix entre
obéir aux demandes d'un monde moderne qui va de toute façon bientôt se casser la gueule. C'est-à-dire, il y a de l'emploi dans l'informatique, il y a de l'emploi dans la tech. Jusqu'à quand ? Clairement. Jusqu'à quand ? Parce que les technologies qu'on développe aujourd'hui sont ultra dépendantes de terres rares, de métaux, d'une économie stable. Tout ce vers quoi on ne va pas. Et je peux donner un exemple, Vas-y. juste la French Tech qui a été hyper mise en avant et tout. Ouais. Un exemple que j'ai vu l'autre jour, une start-up Insect qui devait soi-disant produire la nourriture des insectes de demain, etc. 3 milliards d'euros ont été levés avec des mecs qui ont mis de l'argent pour rien, vu que la boîte n'a jamais été rentable et elle a été déclarée en faillite là en ce moment même. Quoi. Je savais pas parce que je les connais, hein. Je savais pas qu'ils Bah avaient ouais, été, et tu vois, moi qui suis de Slow Food, on est omnivore, donc on défend le bien-être animal, et donc c'était des choses sur lesquelles j'étais très sceptique, ça m'a confirmé. Alors que moi, avec ma petite boîte Guayapi de commerce équitable, on me répond « Ah non, vous n'êtes pas assez rentable ». Je leur dis « Bah oui, malheureusement, aujourd'hui, la biodiversité, les peuples autochtones, ce n'est pas rentable, monsieur. Non. Mais peut-être que si demain, notre économie, elle va intégrer les critères socio-environnementaux, ça changera. » Bon, voilà. C'est exactement ça. Non, mais tu vois... la performance, la fameuse parce que performance aussi extra-financière, etc. faut être réaliste aujourd'hui. Ce qui ramène de l'argent, et si les gens veulent gagner de l'argent, ils vont à la tech, dans l'IA, etc. Et il n'y a rien. Moi, je rêve d'un monde où ce soit la biodiversité qui ait de la valeur. Mais tu sais que j'ai l'impression qu'on était sur la voie, il n'y a pas Oui, si longtemps, il y a après la 2-3 ans. ouais. On était sur la voie de... on s'engage quand même vers quelque chose de D'intéressant. plutôt intéressant. Mais il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Trump et tout ça. Et qu'on a fait un demi-tour d'un coup. Mais le Covid, non, on y a c'est cru. Mais le Covid, il y a eu du bénéfice. On y a cru au monde d'après. C'est la chute qui a été... le déconfinement plus guerre en Ukraine a fait très mal. Ouais. Les gens ont repris l'avion comme avant. Voilà, on se félicite sur les médias que Air France continue à vendre des avions, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Et donc aujourd'hui, la réalité nous dit qu'il faut aller vers la tech, les IA et ça, mais la réalité, c'est que... alors ça fait un petit peu... Oui. J'ai une Maracas, pomme dans la main. J'adore Prends les ton pommes de terre. artichaut. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, nous manquons de liens humains profonds. Bah oui. C'est terrible, c'est terrible. Et je dis, les gens, quand ils me disaient, mais comment tu fais pour être écolo, machin, parce que tu n'as plus accès à ça, si tu veux vraiment être complètement aligné avec ta philosophie écologique, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça. Oui. Mais en fait, moi, ma jauge, mon curseur, c'est bonheur, c'est dopamine. Donc, est-ce que j'ai plus de dopamine en étant dans les bois avec mes copains, en construisant une cabane, ou en passant 3 heures derrière mon iMac pour faire un dossier de presse à la con ? Compétences de demain. Oui. Bûcheronnage. Reproduire des semences, Ah ouais. planter des légumes, produire de l'alimentation, prendre soin des arbres. Pas mal dans un monde C'est bien. incertain de savoir produire. Mais oui. C'est des compétences intéressantes. Et donc, petite phrase sympathique, les populations rurales d'aujourd'hui doivent être les richesses de demain. Et oui. Et oui. Et je vais même aller encore au-delà. C'est Allons-y. que si tu regardes bien, les métiers qui aujourd'hui sont vitaux, c'est-à-dire, Oui. le médical, l'enseignement, Le soin. les métiers Les de déchets, production, le nettoyage. le nettoyage, la production d'alimentation, ça, c'est les gens qui gagnent le moins de C'est thunes. clair. C'est Si clair. demain ils se mettent tous en grève, tout le monde meurt. Ah ouais, c'est Alors clair. que les gars de l'IA, s'ils se mettent en grève demain, il ne se Ça passera va. rien. Ouais. Vraiment. Donc, doublons le Ouais, salaire des ouais. profs, doublons le Ouais, salaire, ouais. triplons le salaire des agriculteurs, Ah ouais, minimum. quadruplons le Minimum. salaire des gens qui s'occupent de nos vieux dans les EHPAD, Mais plus ou facile. ouais. qui nettoient nos déchets. Et à ce moment-là, on se rendra compte que déjà, c'est hyper important, c'est attractif, et baissons le salaire par ailleurs, ou les dividendes de Oui, certains dividendes, actionnaires. Ouais. Mais bon, dans un monde capitalisto-merdique, c'est une chimère absolue. Ce Bah que je oui, suis en train j'allais de dire, dire. et c'est ça, c'est malheureusement plus. Mais facile. c'est eux qui sont importants. Moi, je C'est suis pas ça, du tout remettre important. l'humain au centre. Ah oui. Bah Hein, oui. c'est ça. Et la nature. Et la nature. Et Bastien, qui est en train de construire le monde d'après là Qui Le est en train monde de nouveau, construire demain le monde nouveau. Bah, malheureusement, Ah. j'ai l'impression que nous là peut-être en discutant, Ouais. les paroles, on dit que ça peut être des graines qui se plantent. On plante l'utopie, et on récolte la réalité. Bah oui, on peut le construire comme ça le monde. Non, il faut des nouveaux récits. Il faut déconstruire, comme on a dit, même décoloniser notre esprit, nos idéaux. Mais c'est vrai que les tendances financières, moi j'y crois beaucoup à cette histoire de triple comptabilité, Ouais. c'est-à-dire aujourd'hui c'est incroyable, c'est-à-dire que en fait l'économie est faite d'une telle manière que on peut couper des arbres, détruire une forêt, contaminer des fleuves, on va pas payer. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives en économie. Et à l'inverse, on est un agriculteur, on plante des arbres, on nourrit des gens, on enrichit les sols, on n'est pas rémunéré pour ça.
Et donc, c'est ça que l'économie, les financiers, on a des brillants financiers, il paraît, en France, donc il faut qu'ils arrivent à créer, à diriger les finances vers ces modes vertueux pour le climat, la biodiversité. Ce qui m'effraie dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai, mais le changement de paradigme, je pense qu'il ne sera fait qu'en urgence quand on sera au pied du certainement, mur. bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'humanité peut anticiper. On peut pas dire Mmh. prenons de l'avance sur tout ça et Intégrons les critères intégrons ces environnementaux et critères sociaux. environnementaux dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gars qui gèrent les ficelles aujourd'hui de la finance de l'économie s'en Tu as quand même des entreprises dont les business models Ça a beaucoup changé quand même. justement sont sous... Oui, mais sous la contrainte. Oui, sous la contrainte, parce que en fait, tu as une raréfaction des matières premières, tu as des boîtes dont 60% du chiffre d'affaires aujourd'hui ne sera plus le même dans 5 ans à cause de cette raréfaction. Et donc, en effet, c'est un peu sous la contrainte, mais cette comptabilité cette triple comptabilité, elle est de plus en plus présente dans les entreprises, en tout cas, qui veulent, je vais faire exprès, j'y allais fort, mais survivre dans les 10-15 prochaines années. Puis tu sais, Ça peut devenir des entreprises. J'allais au salon Marjolaine dans les années 2005-2010. Déjà. Mais tout le monde s'en foutait de l'écologie, mais tout le monde, quoi. Clair. On n'en parlait pas du tout. Si, il y avait des images d'Épinal avec un ours blanc sur la banquise qui... il y avait le Grenelle. Mais franchement, je pense qu'il y avait moins de 10% de la population qui disait être concernée par ce sujet, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut pas nier qu'en 15 ans, il y a eu une prise de conscience. Après, il y a un problème entre les déclaratifs et les actes. Bien sûr. Ouais. Alors là-dessus, le premier article, la première publication scientifique sur l'échauffement climatique, c'était à la fin du 19e. Le premier article de presse, c'était en 1912. Ensuite, il y a les scientifiques qui ont découvert que le vrai réchauffement climatique et les causes dans les années 60. Ensuite, il y a eu le Club de Rome en 1972. Donc, en fait, et tout ça, nos dirigeants, ils ont été prévenus. Bien sûr. Donc, ça fait qu'on a 150 ans dans la gueule. Donc, il serait temps que depuis 15 ans, on ait quand même bougé nos fesses. Mais en une population, c'est dur à bouger. Hein. Si, c'est facile à bouger avec de la dopamine numérique. Oui, c'est ça. Ça, c'est fou. Hein. Alors justement, on va aller plus loin. La formation professionnelle. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez peut-être tous devoir prendre conscience de ce qui se passe. Attention, on va imaginer des scénarios extrêmes, pour voir comment on pourrait s'y adapter. Donc, je prends bien ma pomme. Prends ta pomme, prends ton artichaut. Je vous explique la règle. Je vous donne un scénario, 2 options possibles. Vous devez choisir, ok ? Ouais, j'aime pas ça. Vous avez droit chacun à un joker. Normalement, il n'y a pas de joker. Vous avez chacun droit à un, ça dépend. 2 Après, il y aura plus d'émissions. Sinon. Joker. Non, mais c'est bon. c'est comme ça. Ok, chacun son tour. Ouais. Bastien, si on ne pouvait consommer que ce qu'on produit localement, on deviendrait plus autonome ou on manquerait de tout ? Ah oui, on manquerait de beaucoup de choses. Mathieu, si l'espérance de vie dépassait 150 ans, on travaillerait jusqu'à 120 ans ou on repenserait complètement nos vies ? On repenserait complètement nos vies. On peut pas développer, c'est bien ça, Marine. C'est pas grave. Après, si tu veux, garde-le pour après, parce qu'on a quand même beaucoup développé. D'accord. Bastien, si les réseaux sociaux disparaissaient demain, on retrouverait une vie sociale ou on paniquerait de ne plus exister en ligne ? On retrouverait une vie sociale de ouf. Ouais. Moi qui n'ai pas eu de portable jusqu'à 20 ans, j'ai kiffé cette époque. J'adorerais y revenir. Mathieu, si on supprimait tous les emballages jetables, on sauverait la planète ou on galérerait à faire ses courses ? On sauverait la planète, mais nuancé. Une partie, peut-être pas toute la planète, mais il y aurait du plus. Il y aurait du plus, grave. Bastien, si l'école ne formait pas au diplôme mais aux compétences de la vie, on serait enfin préparé au monde réel ou on manquerait de repères ? Joker. Je sais pas si... Non, Joker, mais... Joker parce que je pense que vous l'avez vu, j'aime bien les citations, les phrases des auteurs, l'approche critique. Il faut savoir être, mais il faut du savoir-faire et tout ça, mais il faut de l'approche critique, il faut des nouveaux récits. Comme il est en train de développer. Pardon. Joker. Attends, Marine, elle nous envoie des grenades, des boucliers. Non, mais Joker. On nous donne une boîte en position pour dire protège-toi. J'envoie des patates. Non, vous avez le droit de développer votre Joker. D'accord. Mais en effet, pardon, du coup, je rebondis, mais en effet, par rapport à l'esprit critique et par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure, la dopamine, les réseaux sociaux, etc., c'est quand même un véritable enjeu là-dessus, sur l'école. Mathieu, si les villes devenaient 100% végétales et autonomes, ce serait un Éden écologique ou un retour au Moyen-Âge ? Joker. Alors, vas-y.
Ça veut dire quoi la Développe. question? Est-ce que Genre, la ville, on fait que des cabanes? On détruit 100% végétal et autonome? C'est dire quoi 100%? Bah, c'est ça qu'il faut définir. C'est est-ce C'est que ça. on Alors plante admettons, partout. regarde, Vas-y. admettons, C'est pas de on a joker, les c'est on te villes. retourne la question, en fait. Ok, on retourne la question. Miroir On sait magique, par ouais. exemple que en France, je parle que de la France, je crois 80% de l'habitat actuel sera le même en 2050. Et Donc, il n'est pas du tout adapté au et changement il n'est climatique. pas du tout Non. adapté. Ouais, Donc, clairement pas. disons que cet habitat, on le végétalise totalement. Ah, ou, alors, genre on met des petites plantes. ou alors, tu peux faire l'extrême inverse dans une utopie ou une dystopie si on était 100% végétalisé. Bah, écoute, j'ai dit mon joker. Je vais Ouais. développer sur mon joker rapidement. Vas-y. Lorsque tu végétalises une ville, tu crées des îlots végétaux qui font baisser la température drastiquement à plein d'endroits dans la ville. C'est aujourd'hui testé, avéré et c'est très efficace. Donc ce serait bonus là-dessus. En revanche, tu ne changeras pas le concept même de la ville qui constitutif de l'entassement de gens au même endroit, ce qui crée de la pauvreté, de l'indifférence, ce qui crée aussi de la pollution. Donc de toute façon, dire une ville très végétalisée, c'est comme si je te disais, tiens, j'ai ramassé une crotte de chien, je te l'ai mise dans un beau paquet cadeau, ça reste une crotte de chien à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme les dire, allégories toujours sont très... Mais c'est un peu comme dire sauver la planète et sans sauver l'humanité. Oui, Enfin, exactement, tu vois, genre, exactement. ok, demain on enlève les emballages, on arrête de prendre l'avion, on plante plein d'arbres. Les inégalités mondiales, qu'est-ce qu'on en fait? La solidarité internationale, Bien qu'est-ce sûr. qu'on en fait? Non mais c'est intéressant parce Très que là- bon joker. Eh oui, j'ai pris Ouais, le bon non, joker super. parce que je le sentais pas. Je le sentais pas, il puait. Bastien, si le travail devenait optionnel grâce à l'IA et aux machines, on aurait du temps pour nous ou on perdrait le sens de l'effort? Ah bah. Ah, t'as J'aurais déjà dû le mettre utilisé là, le tu joker. vois. Ouais, Oh là ouais, là. quand t'as dit joker tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, c'est pas le Allez, je vais dire, on va perdre le sens de l'effort du coup. Oula, ça fait un peu valeur travail mais et t'as tout. raison, mais, t'as raison. mais bon, je dis ça quand même. C'est vertueux aussi. Mathieu, si chaque humain devait vivre dans un pays différent tous les 5 ans, on deviendrait des citoyens du monde ou on perdrait nos repères culturels? Le bilan carbone de merde. Prends la voile. Ah oui, à la voile. Redis-moi, les deux choix, c'est on. On deviendrait des citoyens du monde ou on perdrait nos repères culturels? Non, on deviendrait les citoyens du monde et nous aurions un nouveau repère culturel qui serait celui du nomadisme. Nous sommes des êtres parfaitement adaptables. Donc, travail, famille, patrie, non, merci. Non, ouais, ça va, merci. Moi, je préfère être citoyen. Et puis, je pense que... On l'est. Mais attends, mais... Eh oui. Pardon, je vais enfoncer une énorme porte Humanité, ouverte. plaisir, voyage. Mais si on pouvait se mettre dans la peau d'un Syrien, d'un Japonais, d'un Sud-Américain, d'un Canadien, on n'y aurait plus de guerre. Hein. Bah oui. Le problème de la guerre, c'est de ne pas comprendre ce que vit l'autre. Ah oui. Donc si tous les humains comprennent à peu près ce que C'est vit ça. l'autre, et d'où l'importance d'Erasmus. Si Mais on veut qu'il n'y ait grave, pas mais de grave. guerre en Europe, Mais voilà. c'est qu'un gars qui a été faire ses études, ou une fille qui a été faire ses études en Pologne, en Allemagne, en Serbie, Mais oui. il ne voudra pas faire la guerre contre ce pays qu'il a accueilli pendant 2 ans. ça pendant l'idée les d'Erasmus. études. Mais bien sûr. Exactement. L'Europe n'est plus en guerre aujourd'hui parce que la CK, charbon et acier. Oui, c'est pas l'archiduc Ferdinand qui a déclenché la guerre. Hein. Voilà. On a tué. Moi, je comprenais pas quand j'étais gosse. Ouais. On a tué France Ferdinand à Sarajevo et il y a eu la guerre. C'est Quoi encore dans les livres d'histoire. Mais bien hein, sûr, par c'est des ailleurs. conneries. Attends, non, c'est juste qu'ils se battaient en Europe pour le charbon et l'acier. Et ce qui a sauvé l'Europe au niveau des guerres, c'est quand on a fait la CK, qui est devenue la CE, qui est devenue l'Union européenne. Et aujourd'hui, il n'y a plus de guerre parce qu'on a des échanges commerciaux stables Eh ben oui. et culturels. Et c'est comme ça qu'on soude les gens. Absolument. Donc si on déplace les populations, bon après c'est une idée ce que tu viens de me dire. Ouais, mais mais si on dedans, hein. imagine que les gens puissent se mouvoir d'un pays à un autre tous les 5 Bah ans, oui. il n'y a plus de guerre. Moi, je peux donner un exemple juste. Ouais. Le plus grand événement de slow food au niveau mondial, c'est Terra Madre, où en fait des milliers de petits producteurs se regroupent. Alors oui, ils voyagent, mais c'est des gens qui ont parfois qui sont jamais sortis de leur village, etc. Donc tu as des bergers du Kazakhstan qui rencontrent des fromagers brésiliens, qui rencontrent c'est génial. des pêcheurs japonais, qui rencontrent... Mais c'est beau, tu vois. Ouais. C'est vraiment l'humanité dans sa splendeur. C'est vraiment les Nations Unies de l'alimentation. Et donc cette ouverture au monde, elle est tellement belle. Hmm. Terra Tu vas me Madre. faire chialer, Ah ouais, Bastien. non, mais- Du coup, c'est. Super, je suis trop content que tu aies répondu ça. C'est vraiment Et beaucoup si- moins poétique. Ma prochaine question. Ah oui Mais c'est vrai que c'est très. Mais si on vivait jusqu'à L'image est 150 belle. ans, on pourrait faire des voyages lents en plus et profiter C'est plus. vrai. Enfin, tu vois. Et Ouais. pour ça, il faut de Est-ce que l'épice. c'est- Est-ce que c'est souhaitable de Bref. vivre 150 ans? Je sais pas. On est quand même bien calibré pour mourir Ouais, je sais. autour de 50-60 ans. L'humain n'est pas censé vivre plus loin. Ah ouais.
Après, bref, allez, c'est un autre débat. C'est un autre Tu vas débat. faire peur. Bastien, si l'intelligence artificielle écrivait nos lois On en parle beaucoup de et l'intelligence rendait... Mais oui, artificielle. parce que c'est un vrai sujet Est-ce pour qu'on peut les gens. parler des- l'incertitude. On peut parler des marjolaines. Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence végétale un Mais petit oui, peu bien sûr. Alors, L'intelligence des plantes. après, du coup, tu pourras me répondre pour les... Si l'intelligence artificielle écrivait nos lois et rendait la justice, on aurait des décisions impartiales ou on perdrait tout contrôle démocratique? Non, on perdrait tout contrôle démocratique, sans hésitation. En revanche, je pourrais rajouter un truc, Bien c'est sûr. qu'il m'est venu à l'idée, je ne sais pas si c'est une bonne idée, que peut-être que pour résoudre la crise climatique, vu que on est plein d'individualités qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, si tu mets un peu d'IA là-dedans, il y aura peut-être une solution bien qui sûr. sera générée qui sera pas inintéressante. On en parlait juste avant, tout est dans le dosage. Exactement, dosage. mais il faut pas que ce soit que de l'IA. Ah bah non. Alors justement, tout dans le dosage, Oui. Mathieu, dernière question. Si on interdisait complètement la viande dans le monde entier, Wow. on réduirait drastiquement les émissions de CO2 ou on créerait une crise économique et alimentaire majeure? Je vais pas dire joker, je vais dire les deux. Belle. J'ai le droit aux Ouais, deux. je suis d'accord. Tu ne nous as pas interdit de dire les deux. vrai, Non. c'est Et vrai. c'est les deux. Ok. Super. Non, Bah tout oui, à fait. évidemment. Aujourd'hui, l'économie mondiale alimentaire a une part non négligeable qui est supportée par la viande. Bah, bien sûr. Poulet, mouton, bœuf, cochon, essentiellement. Et si tu enlèves ça d'un claquement de doigts, il y a des millions de personnes qui sont au chômage, Eh oui. les sous-traitants sont au chômage, Bien l'agriculture sûr. se pète la gueule. En revanche, effectivement, la question c'est est-ce que ça baisserait drastiquement les émissions de gaz à effet de serre? Puis va dire ça aux Kazakhs. Ouais, Les mecs qui vivent dans des steppes, genre s'il n'y a pas d'animaux, en Et fait, c'est ils n'existent pas, les exactement mecs, quoi, ça. tu vois. les populations qui Enfin, vivent de la viande de renne, ils vont aller manger quoi? Ouais, c'est ça. Ou les Donc ils vont se déplacer, ils vont aller dans les villes, ils Mais vont non, mais bouffer de la ouais. merde. Donc au final, il y a un équilibre à trouver. Il y a un Équilibre. équilibre. Mais C'est un mot qui réduire revient la, beaucoup, hein. réduire la Ouais, bien viande sûr. à fond. Ouais. Mais c'est bien, c'est parce que là, on voit que la solution est au milieu, c'est la nuance. La nuance, exactement. Bon, alors, après ces projections, une dernière question. Une action concrète que chacun peut mettre en place dès demain. Bastien, je commence par toi. Eh ben, moment promo. Ouais, allez. Alors, oui. on achète du Guarana d'Amazonie. On se prend un petit verre de Guarana pour avoir cette bonne énergie qui donne des bonnes idées, envie de faire des bonnes choses. Et puis voilà, on soutient des communautés amazoniennes, on soutient le futur ancestral des savoirs indigènes et on fait un bon geste pour la planète, justement, dans cette idée de solidarité internationale qui m'importe autant. Et alors, pour justement se documenter là-dessus, Oui. on va où? Eh ben, on va sur le site de Guayapi et on vient au prochain salon Marjolaine au Parc Floral. Oh là là, Ouais. le mec, Ah là c'est là une là, machine. c'est magnifique. j'avais C'est lu magnifique. quand même Le un mec, peu il le a script bossé. avant. Ouais, C'est non, beau. c'est clair. C'est beau. Mathieu, Ah, mais moi déjà, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que avant de commencer cet entretien, j'ai pris un grand verre de Guarana et pour vous aussi. dire à quel point c'est efficace, je n'y connaissais rien à l'écologie avant de venir. Et vous voyez, je suis intarissable, Oui, c'est- extraordinaire. t'es très très fort. Bon, par contre, je vais pas dormir pendant 3 jours. Non, je rigole. C'est très très bon. Je sais pas à quelle caméra le dire, mais c'est super. Je le sens. Tu Je peux le sens aller dans mon partout, corps. là. Je C'est balaye. délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. C'est délicieux. Ça marche. C'était quoi la question, Marine? Une action concrète qu'on peut mettre en place dès demain. Alors, concrète, très simple. Pour tout le monde débranche sa box Wi-Fi. En France, il y a un demi-réacteur nucléaire qui tourne pas. C'est énorme. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Tout le monde débranche En le soir effet. sa box Wi-Fi. C'est un demi-réacteur nucléaire qui tourne pas. Ça, c'est pour le pratico-pratique. Ok. Maintenant, je pense que l'écologie est un sport de riches et de gens bien portants. Donc, si vous avez une grave maladie ou que vous êtes dans des galères d'argent, pas possible, vous n'avez pas de temps pour l'écologie. Donc, prenez soin de vous. Si vous reste un petit peu de temps, prenez soin des autres. Et si vous en reste encore un petit peu, prenez soin de votre environnement. Mais prenez d'abord soin de vous pour être actif et efficace ensuite pour sauver la planète. Hmm. Voilà, la planète. Et les humains. Et les humains. Eh oui. Et remettons donc toujours l'humain au centre. Attends, j'ai pas dit. Et rendez-vous au Salon Marjolaine en novembre 2025. Bah vas-y, finis. Je sais pas, On je en connais. fera- C'est le on en 11. on en fera un short. C'est quoi les dates? Tu sais pas? C'est quoi les dates de Marjolaine? C'est novembre, mais je sais plus. Ouais, c'est- Non, Marjolaine, c'est super. En plus, c'est au Parc Ouais. Floral, c'est génial. Ouais. Il y a plein de super chouette. exposants. Ouais. Bisous. Belle. Avant de se quitter, dites-nous quelle est votre actu, chacun. Eh ben ouais, j'ai une actu. Alors on a. Je vais la chercher. Elle est venue de loin. Non, Ouais, mais bah ouais. Un projet que tu veux mettre. elle est mignonne. Si, non, en elle avant. est sympa. En fait, avec Guayapi, on est associé avec des Sri Lankais et on a un terrain là-bas de 20 hectares qu'on a reconstruit en forêt analogue. On a régénéré
La biodiversité, c'était une ancienne monoculture de thé dans la région montagneuse et aujourd'hui, c'est vraiment une forêt magnifique où je vous invite à venir. Et du coup, on cultive pas mal de plantes, on fait pas mal de produits qu'on sert au restaurant sur place, mais aussi qu'on commercialise ici. Et là, on est en train de travailler sur un produit hyper intéressant qui s'appelle le laoulou. Et en fait, c'est un arbre hyper intéressant qui s'appelle Puteria, son nom scientifique, et qui a une pulpe un peu chewing-gum, on peut en faire une farine orange, hyper nutritive, riche en vitamine B1, en niacine, en minéraux, que tu peux mettre dans ton smoothie, etc. le matin. Donc voilà, on a fait des petits échantillons, c'est des toutes petites quantités, mais c'est un produit sympa qu'on développe. Un produit de jardin forestier, quoi. Et donc, il y en aura au Salon Il y en Marjolaine. aura au Salon Marjolaine, exactement. Donc, allons Rendez-vous tous au Salon sur Marjolaine pour voir le laoulou. Trop envie de goûter le laoulou. Thé. Ouais. Ah ouais, C'est un Vachement bien. bon actu, ça. vachement bien. Mec, tu vas être nul à côté. Mais Alors, non. ton actu, Mathieu? Non. Mon actu, je suis en tournage les tournages commencent pour ma saison 8 de C'est toujours pas sorcier. Donc si vous avez des enfants qui veulent se cultiver et qui se marrer aussi, c'est une très bonne chose. Et je continue mes spectacles sur la montée des eaux et la mer monte. Je continue mes spectacles sur le climat, la biodiversité, climato. Et je suis en développement d'un spectacle plus généraliste, vraiment spectacle avec des effets et tout ça, qui existera à partir de septembre. Et puis je viendrai au Salon Marjolaine aussi. On s'y verra là-bas alors. Ouais. Et on boira du Warana Ouais. et on mangera du laoulou. Là, on a hâte. Merci à tous les deux pour Marine. cet échange. Merci. Donc, on a vu aujourd'hui que l'incertitude n'est pas forcément une fatalité, qu'elle peut être une force aussi et qu'on peut s'y adapter. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous et puis surtout pensez à passer à l'action. On se retrouve dans un prochain épisode de Podcaster by Marjolaine où on continuera de décrypter les grands enjeux qui façonnent notre monde. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est déjà demain. Alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt.